Merci mon éco-anxiété, tu m'as libérée. C'est le titre un peu paradoxal de ce nouvel épisode, qui pourtant ne parle pas tant d'écologie, tu vas le voir, que de faire son deuil d'un avenir fantasmé, de traverser nos peurs et nos souffrances les plus profondes, et d'en faire un chemin pour renaître à nous-mêmes, de reprendre notre pouvoir personnel, de choisir notre destin plutôt que de le subir, d'oser enfin être pleinement soi pour le mettre au service de plus grand que notre petite personne, notre petite réussite individuelle et notre petit confort. Donc finalement, que tu partages ou pas les constats qui sont les miens sur l'état actuel du monde, tu résonneras forcément avec cet épisode. Car j'y parle avant tout d'émotions. Et j'ai compris que les idées souvent séparent, mais que les émotions toujours rassemblent, tant elles sont communes à notre humanité. Et si la période sombre que nous vivons, et qui ne semble pas aller en s'améliorant, était exaltante plutôt qu'angoissante, si elle était une occasion qui nous est offerte, une opportunité d'enfin oser vivre vraiment, d'enfin choisir l'amour plutôt que la peur. Aujourd'hui, je considère la brutale prise de conscience écologique que j'ai eue en juin 2023 comme la plus belle chose qui me soit arrivée. Un accélérateur d'émancipation et de cheminement personnel et spirituel. Dans cet épisode, je te raconte comment et pourquoi cela s'est produit, ce qui m'a aidé à la traverser sur le moment, et surtout, en quoi elle a changé pour toujours ma manière d'aborder la vie, pour le meilleur. Bienvenue sur Ose ta Vibe, le podcast qui t'aide à assumer ta singularité, prendre pleinement ta place et offrir au monde ta vibration unique. Je suis Claire et ce que j'aime le plus, c'est voir le potentiel et la beauté chez les autres et les aider à les révéler. Chaque mardi, je te partage mon propre cheminement, mes prises de conscience et les outils qui me permettent de mieux me connaître, de m'accepter dans mes différentes facettes et de clarifier ce qui m'anime en profondeur. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Alors, comme à mon habitude, je vais commencer par t'expliquer pourquoi le choix de ce thème d'épisode. Hem, J'avais depuis le début, de la création de ce podcast l'intention de parler de ce sujet-là. Ne serait-ce que parce que moi, à l'époque où, donc en juin 2023, j'ai été confrontée à l'éco-anxiété, même si j'aime pas tant que ça ce terme, mais aux éco-émotions, je dirais, et à l'éco-lucidité en fait, hein. Et bien, j'ai cherché des podcasts qui parlaient de ce sujet-là. J'en ai trouvé quelques-uns, mais peu d'entre eux abordaient finalement l'idée que ces éco-émotions, cette éco-anxiété pouvait être un passage vers finalement davantage d'émancipation de soi. Et c'est vraiment, le message que je souhaite porter moi à travers cet épisode, hein. Et tu l'as compris, même si tu n'es pas forcément confronté, aux éco-émotions, à l'éco-anxiété, cet épisode peut résonner avec toi dans le sens où il parle, hein, de l'émancipation de soi à travers le fait de faire face et de traverser nos émotions inconfortables. Moi, il s'est trouvé que, ça a été ça, mais je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui peuvent traverser des épreuves très difficiles, comme la perte d'un être cher, hem, une maladie, un accident, une rupture amoureuse très douloureuse. Voilà, toutes ces épreuves-là, hem, vont également, amener, si on met notre conscience dessus, hein, cette émancipation de soi à travers la souffrance, finalement. Et c'est vraiment ça qu'on va aborder, même si je vais aussi quand même te parler des spécificités, de l'éco-anxiété. Et évidemment, cet épisode, il est bien sûr pour toi si tu es, en train de traverser justement, ces émotions-là, ou si tu as plutôt l'impression que tu es dans une forme de déni aussi, hein, par rapport à tout ce qui peut se passer. Hem, Avant de t'expliquer vraiment donc comment ça s'est passé en cet après-midi de début juin 2023 pour moi, je voulais aussi t'expliquer, les raisons qui ont fait que, selon moi, ça s'est produit à ce moment-là.
pas avant, pas après. Parce que des contenus comme celui qui a déclenché, hein, cette profonde, je dirais, remise en question de mon monde à ce moment-là, j'avais déjà finalement été un petit peu, amenée à en rencontrer. Et pourtant, c'est comme si les informations m'étaient passées dessus, m'avaient glissé dessus. Et ce cet après-midi de juin 2023, il s'est passé quelque chose de différent. J'ai été percutée, en fait, par l'information, par la réalité. Et donc je me suis demandé: «Pourquoi? Pourquoi ce moment-là et pas un autre?» Bien déjà, il faut savoir, et alors ça j'en ai parlé dans l'épisode sur la gestion du temps, depuis, début juin 2022, moi j'avais vraiment fait, hein, comme je l'ai expliqué, du vide dans mon agenda. Et j'ai employé ce temps, que j'avais notamment pour, m'intéresser à ces sujets-là, qui déjà à l'époque me semblaient importants. Je me suis abonnée à une revue qui s'appelle Socialter, j'ai commencé à écouter des podcasts sur le sujet, notamment par exemple Sismic. Hem, donc voilà, j'ai commencé à prendre conscience des limites planétaires, de de l'extinction du vivant, de toutes les problématiques d'injustice et cetera, qui étaient liées à tout ça, et du fait que voilà, il y avait une intrication entre tous ces sujets-là. Hem Et puis, il faut savoir aussi que j'étais dans une sensation de perte totale de sens au travail, bon, qui s'est accentuée bien évidemment, au moment ensuite où j'ai commencé à avoir cette prise de conscience écologique, mais qui était déjà bien là, depuis plusieurs années. Avec cette sensation, alors peut-être pas d'être du côté, je dirais, d'avoir vraiment un métier pour le coup, très, très néfaste, mais quand même de pas vraiment être du côté de la solution et de pas avoir vraiment un sens à ce que je faisais, qui commençait vraiment à me peser de plus en plus, hein. Il y a aussi le fait que depuis donc début 2022, j'avais entamé un processus personnel d'émancipation par rapport, je dirais, à l'archétype de la femme parfaite. Parce que, j'ai eu donc 2 enfants en 2015 et en 2019, et la maternité a exacerbé chez moi, cette volonté de toujours vouloir, être parfaite, garder la face, maintenir les apparences. Et bien évidemment avec 2 enfants, en travaillant et cetera, ça devenait de plus en plus intenable. Et j'ai remis en question du coup cet archétype de la femme parfaite auquel je souhaitais, me conformer finalement. À la femme qui doit, voilà, être performante au travail, mince, bien habillée, avoir des enfants parfaits, une maison nickel, voilà. Hem, donc je m'étais vraiment émancipée de ça, et ça avait été l'objet vraiment de tout, processus que j'ai traversé courant de l'année 2022. Et puis, du coup, durant ce processus-là, j'avais vraiment, acquis des outils qui me permettaient de d'observer, de me désidentifier de mes pensées, de mes émotions. Ça, je l'ai expliqué aussi, hein, dans les précédents épisodes. Et j'avais appris à traverser ma souffrance émotionnelle. Voilà. Et ça, c'est des outils qui m'ont été très utiles, au moment où il m'a fallu affronter justement, hem, l'angoisse liée à ma prise de conscience de l'état du monde. Et donc avec le recul, je comprends aujourd'hui que si, ça s'est produit en juin 2023, c'est parce que, j'étais prête, mentalement, émotionnellement, spirituellement. J'avais voilà, il y avait tout un tas de facteurs qui faisaient que j'étais comme un terreau, hem, qui était prêt à accueillir cette graine qu'a semé ce contenu-là. Mais, j'aurais tout aussi bien pu écouter ce podcast et puis passer à autre chose, en fait. Mais là, j'étais prête à accueillir l'information. Et ça m'a permis de comprendre aussi du coup que ça sert à rien de vouloir convaincre et changer les autres, de vouloir changer quelqu'un qui n'est pas prêt et qui n'a pas, la disponibilité mentale et émotionnelle pour, s'intéresser à ces sujets-là et digérer ces sujets-là, et je le comprends parfaitement. Et puis, ça m'a aussi permis de comprendre à quel point il existe un pont entre le cheminement spirituel et la prise de conscience écologique. À quel point les 2 sont liés. Et ça, je reviendrai un petit peu dessus un peu plus tard dans l'épisode. Alors venons-en aux faits.
comment ça s'est passé? Eh bien, c'était une, fin d'après-midi de début juin 2023. C'était une période d'ailleurs où j'étais en train de boucler mon mémoire, pour valider ma formation de coach de l'alignement au projet, donc que j'avais, réalisée avec la CAP Coaching School, créée par Mylène Muller. Je rentrais à vélo ce soir-là du travail, donc preuve que j'étais quand même un petit peu, déjà j'avais une fibre écolo, je dirais, mais une fibre écolo tiède, hein. et mais je rentrais de mon travail dans un grand groupe, preuve que j'étais quand même en pleine dissonance. Et j'écoutais un podcast, donc c'était une interview d'Arthur Keller sur le podcast Vlan, qui s'appelait quelque chose comme, «S'organiser face au chaos à venir» ou quelque chose comme ça. Déjà, c'est pas un hasard si j'ai écouté ce podcast, c'est bien que voilà, enfin, on n'écoute pas ce genre de podcast par hasard, je crois. Et donc à l'écoute de ce podcast, j'ai été percutée par les propos, d'Arthur Keller. D'ailleurs, si tu ne connais pas Arthur Keller, je t'invite vraiment, si tu t'intéresses à ces sujets, si tu te sens prêt à, à t'intéresser vraiment à ces sujets, à écouter une conférence d'Arthur Keller, voilà. D'autres personnes, expliquent les choses un petit peu de la même manière, mais il est le seul, à mon sens, qui va aussi loin ensuite dans les solutions possibles, dans l'analyse de ce qu'il est encore possible de faire à l'échelle locale. Et donc Arthur Keller expliquait en substance que, ce que traverse, l'humanité n'est pas une crise au sens de quelque chose qu'on va pouvoir résoudre et puis revenir à la normale derrière, donc ça, ce sera pas possible. Que, donc par son expertise, donc et lui il est expert de la systémique, et bien en fait, aujourd'hui on adresse des symptômes, mais la problématique à laquelle on est confronté, elle est vraiment, totalement systémique avec une intrication du coup des différentes problématiques les unes dans les autres et des rétroactions entre les différents sujets et que, nous allions de toute façon, dans un avenir proche, avoir à encaisser des chocs extrêmement violents et que, la seule manière d'adresser, ces chocs à venir se ferait à l'échelle locale, que nous ne pouvions plus rien attendre, de l'échelle mondiale, européenne, ni même, gouvernementale et qu'il allait falloir nous responsabiliser, nous, à l'échelle locale. Si nous voulions espérer amortir les chocs qui, de toute façon, allaient nous arriver dessus dans les prochaines années. Et en même temps, il expliquait que, la tout ce qui permet d'atténuer, par exemple alors évidemment donc le changement climatique n'est qu'un symptôme, hein, parmi tant d'autres, c'est pas le problème majeur, puisque le problème majeur, c'est que nous avons transformé notre planète en déchets et que nous avons dépassé les limites, que la planète est capable de fournir en termes de biocapacité. Donc c'est une histoire de destruction du vivant, bien plus qu'une histoire de problème de climat. Mais le changement climatique ne va faire que compliquer les choses pour nous et ce n'est qu'un symptôme parmi d'autres, qu'un déchet parmi d'autres finalement, enfin le CO2 étant un déchet. Bref, donc finalement un bilan totalement catastrophique. Hem Et là cette fois-ci, j'ai vraiment entendu en fait. J'ai entendu. J'ai pris conscience et puis en même temps, est-ce que j'ai pas pris conscience parce que, dans, la même intervention et il est un des rares, les des seuls à le faire, il apportait aussi une lueur d'espoir dans l'idée qu'il y avait une possibilité d'action à l'échelle locale, à l'échelle des territoires. Peut-être aussi c'est ça qui a fait que, je me suis laissée percuter par le propos. J'ai autorisé l'information à pénétrer à l'intérieur de moi. Hem, mais donc je me rappelle pas exactement, ce qui s'est passé ce soir-là. Mais ce que je sais, c'est que dans les semaines qui ont suivi, donc tout le courant du mois de juin, j'étais comme un petit peu, un petit peu, comment dire? Complètement à côté de mes pompes. Hem, c'est comme si mon monde s'était écroulé, en fait. Il y a eu vraiment cette idée de se dire: «Mais, en fait, l'avenir dans lequel je me projetais,
même si je savais que tout n'allait pas être rose, l'avenir dans lequel je me projetais et dans lequel, je projetais surtout mes enfants, hem, ne va pas être celui que je pense et nous n'avons peut-être que plus que quelques années de normalité. Voilà, donc ça, ce constat-là, il a été absolument, terrible pour moi et j'ai ressenti, du malaise, une tristesse immense, une culpabilité, insondable aussi. Hem Et en fait, j'ai dû tout simplement poser ma semaine. Je ne pouvais plus aller travailler, c'était trop insupportable, en fait. Hem, J'avais un tel sentiment de gâchis en allant, passer mon temps à faire un travail, qui ne me plaisait pas et qui n'avait pas de sens pour moi, c'était juste pas supportable, en fait. Donc j'ai posé ma semaine et j'ai passé énormément de temps, à honorer cette peine que j'avais. Je me rappelle avoir beaucoup marché dans la nature, en train de pleurer, de demander pardon. Pardon à mes enfants, pardon aux vivants autour de moi. Je me sentais vraiment très, très coupable, en fait. Et puis, j'ai peu à peu ressenti aussi, une peur immense qui, pour moi, prenait la forme de, finalement, la peur de ma propre mort et la peur de celle de mes enfants, en fait. Et et je me rappelle avoir passé pas mal d'heures assise à contempler cette peur à l'intérieur de moi, à la sentir bouger dans mon ventre, hem et à juste la laisser être là. Et et progressivement, à l'issue de cette phase, inconfortable qui a duré quand même je dirais 2 semaines, hem, en fait, j'ai commencé à sentir cette peur en moi se dissoudre et surtout une évidence s'est fait jour. C'est comme si je m'étais dit: «Mais au fond, qu'est-ce que tout ça t'apprend?» Ça t'apprend que oui, tu vas mourir et oui, tes enfants vont mourir, mais c'est pas comme si tu le savais pas déjà, en fait, ça. Par contre, tu as mené ta vie peut-être jusqu'à présent en faisant effectivement comme si tu ne savais pas ça. Donc maintenant, tu vas mener ta vie en ayant pleinement conscience de ça. Et tu vas, t'efforcer de profiter de chaque instant et surtout de donner du sens à tes actions. Voilà. Et tu vas t'efforcer de faire le maximum, ton maximum pour, hem, protéger tes enfants, au fond. Il y avait quand même, voilà, ce truc-là. Et il y a ouais, il y a, ce qui s'est réveillé en moi à ce moment-là, c'est c'est un archétype que finalement, je vais pas chercher très souvent. L'archétype de la mère, de la louve qui veut protéger ses enfants. Cet archétype-là, c'est aussi quelque part la guerrière en moi. Il y a la guerrière qui s'est réveillée et la guerrière, je sais que c'est un archétype, c'est un personnage en moi qui vit mais que j'autorise pas souvent à être là et la guerrière, elle est là quand par exemple, quand j'ai accouché de mon deuxième enfant sans péridurale, c'est la guerrière qui était là, clairement. Quand je me baigne dans la mer ou dans les rivières à 14 degrés, c'est la guerrière, c'est la femme sauvage. Et je sais que, ouais, cet archétype-là qui est en moi, j'ai envie d'aller le chercher de plus en plus. Je sens que tout ça, ça l'a réveillé. En fait, c'est mon instinct de mère et mon instinct de «Mais bon sang, on va quand même pas se laisser faire comme ça, il faut faire quelque chose, quoi», voilà. Mon instinct de survie, en fait, qui s'est réveillé, tout simplement. Il y a vraiment de ça. Hem, mais en fait, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que, ça avait, cette peur-là, en fait. Alors, on parle d'éco-anxiété comme quelque chose de générique, en fait. Mais je crois vraiment qu'en fait, l'éco-anxiété, elle prend des formes très personnelles suivant les personnes et qu'elle vient réveiller des peurs qui sont propres à nos blessures, en fait, à nos blessures d'enfance et et chez moi, elle est venue réveiller, la peur de pas trouver ma place dans ce monde-là, dans ce monde, plus chaotique, plus imprévisible. Ce truc de me dire: «Mais à quoi je vais servir? Je vais me sentir inutile, je vais servir à rien, je vais pas être capable de faire ce qu'il y a à faire». Il y avait vraiment ce truc-là, cette angoisse-là et aussi beaucoup, beaucoup la culpabilité. La culpabilité, d'être responsable de tout ça et donc
Ça me fait dire qu'en fait, l'éco-anxiété, même si c'est, comme je disais, quelque chose un terme un peu générique, moi je crois aujourd'hui qu'elle vient simplement réveiller les peurs les plus profondes de chacun. Nous avons tous fondamentalement la peur de mourir, hein, c'est notre peur fondamentale, mais après suivant les personnes, cette peur fondamentale va prendre, hein, et suivant donc les blessures qu'on a, elle va prendre des nuances différentes. Voilà, et ça va pas être les mêmes nuances d'une personne à l'autre. Et ça, c'est quand même intéressant de le comprendre aussi. C'est que cette éco-anxiété, elle parle avant tout aussi de nous et de nos blessures. Alors, comment j'ai fait pour gérer tout ça à l'époque? J'ai commencé un petit peu à m'intéresser justement à cette notion d'éco-anxiété et j'ai vite découvert qu'elle était associée à une notion de deuil, en fait. Hem, Parce que donc dans le deuil, il y a vraiment, 5 étapes, les fameuses 5 étapes du deuil que sont donc le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Et quand on arrive à l'étape de l'acceptation et ça peut être long parce qu'il peut y avoir pas mal de retours en arrière, hein. On peut revenir par exemple, on peut être dans la dépression puis retourner dans le déni et faire comme ça des allers-retours. Et tant qu'on n'a pas atteint l'étape de l'acceptation, eh bien, on va pas réussir à, être capable de ressentir de la joie qui n'est pas du déni, en fait. Hem Et donc seule l'étape d'acceptation, dans cette courbe du deuil, est, l'étape qui permet de passer, à un stade où on va être capable, à nouveau, de ressentir de la joie. Une joie profonde qui nous donne la capacité, d'agir de façon vraiment alignée à qui on est, sans nous épuiser. Hem Donc il y a une grosse, finalement, similitude avec la ce que peut traverser une personne qui va être en deuil, d'un proche. À l'échelle vraiment individuelle, ça s'apparente réellement à ça et ici, j'aimerais faire un petit aparté sur justement une clé importante dans, la gestion de la souffrance. C'est qu'aujourd'hui, moi, la souffrance, je la vois donc à la fois comme quelque chose qu'on peut laisser nous traverser dans le corps et qui, finit par se dissoudre quand on la laisse être là et qu'on l'accueille sans lui résister, d'une part, mais que surtout la souffrance, elle est un chemin. Elle est un chemin qui nous permet d'accéder à autre chose et ça, je l'ai compris en traversant, des souffrances, assez fortes. Celle-là, mais aussi d'autres souffrances que j'avais pu avoir par le passé. Notamment, ce que j'avais traversé, en janvier 2022 et qui n'avait rien à voir avec l'éco-anxiété. Et donc je peux vraiment comprendre que les personnes qui ont vécu, des épreuves et des souffrances importantes dans leur vie ont justement, hem, compris ce processus-là et ont atteint cette, résilience-là, en fait. Alors ce processus, quel est-il exactement? Selon moi, c'est le fait que, en fait, la souffrance, elle, quelque part, elle nous met au pied du mur. Elle nous oblige à, à nous désidentifier à un moment donné de notre mental et de nos émotions et de nos sensations corporelles. Hein, souvent les personnes qui, s'intéressent un peu à la méditation, enfin j'ai déjà entendu cette question, mais je comprends pas ce truc de: «Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas ce corps». Bien, en fait, quand tu es dans une profonde souffrance et que tu parviens à observer cette souffrance en toi, à la contempler, tu comprends ce que ça veut dire que de dire: «Je ne suis pas ces pensées, je ne suis pas ce corps». En fait, quand tu souffres profondément, tu n'as pas d'autre choix que d'abdiquer devant cette vérité-là, qui est que oui, ton ego, en temps normal, tient absolument à se dire: Je suis ce personnage, je suis cette personne qui pense, je suis ce corps-là, je suis cette identité». Mais quand tu souffres vraiment dans ton corps, eh bien, tu finis par abdiquer et par dire: «OK, OK, je ne suis pas ces pensées, je ne suis pas ce corps». Et là, tu commences, parce que tu n'as pas le choix, en fait. C'est ça le truc, c'est que la souffrance te pousse à te désidentifier de ce que tu crois être toi. Et elle t'amène à quoi finalement? Elle t'amène à revenir à la conscience qu'avant donc d'être cette personne que tu crois être, tu es juste des cellules. Donc c'est ça qui te permet de comprendre qu'en fait, tu es relié au reste du vivant puisque tu es aussi juste des cellules et tu en prends conscience dans ton corps. Et puis, au-delà même d'être des cellules, tu es juste des atomes en fait. Et, et donc tu te reconnectes même, au-delà même de ta reconnexion vivant, à l'ensemble de la matière qui existe dans l'univers en fait. Et tu ne sens plus la séparation entre
toi et le reste du vivant, et puis toi et le reste de l'univers, puisque tu comprends que tu es simplement composé d'atomes. Et si tu parviens à le ressentir, alors là, il y a quelque chose qui se passe. Mais pour moi, en fait, l'ouverture de conscience, c'est véritablement parvenir à ressentir ce changement d'échelle, en fait. Passer de «je suis cette personne, ce personnage que je crois être» à «je suis juste des atomes finalement». Et hem et la souffrance, il me semble qu'elle nous amène dans ce cheminement-là, parce qu'elle ne nous laisse pas le choix. Et donc pour moi, la souffrance est un chemin vers une conscience universelle et vers une conscience élargie. C'est l'ego qui abdique en fait. Et je crois vraiment que ça a rien de perché en fait tout ça, ça a rien de ça a un côté mystique, hein, mais c'est finalement, ça a quelque chose de très, rationnel finalement tout ça, pour moi. Hem, donc voilà, la souffrance nous amène à comprendre que, nous amène à prendre conscience et à ressentir que nous sommes, avant d'être des pensées, avant d'être ce corps que nous croyons être, nous sommes aussi et avant tout des atomes qui vibrent. Et du coup, la souffrance nous permet de comprendre que nous sommes reliés à tout le reste. Il y a plus de séparation. La souffrance nous permet de sortir de la sensation de séparation, en fait. Et donc l'éco-anxiété, en l'occurrence, moi, m'a aussi amené. Au départ, c'était l'angoisse de la mort, hein, que ça m'a amené à regarder, mais après ça m'a amené cette sensation de connexion profonde au vivant, en fait, et ça, c'est très beau, en fait. Hem, après, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut, vivre donc avec n'importe quelle souffrance et notamment avec le deuil. Mais, dans le cas particulier de l'éco-anxiété, il va y avoir quand même, des spécificités. C'est qu'on va aussi avoir à gérer une sensation d'urgence à agir, en fait. Et ça va nous obliger à changer notre rapport au temps. Et puis, à gérer aussi la dissonance cognitive. Parce que le souci, c'est qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain la vie qu'on a, le travail qu'on a. Et du coup, on va être obligé pendant un certain temps quand même de faire des choses qui n'ont plus de sens pour nous. Et ça peut être difficile également à gérer. Et à un moment donné, il va se poser forcément, donc on a eu ce processus de traverser sa souffrance à l'échelle individuelle, mais dans le cas de l'éco-anxiété, de la prise de conscience écologique, il y a forcément à un moment donné la question de l'action collective qui va se poser et de l'échelle à laquelle on souhaite agir. Ça, je ne veux pas en parler dans cet épisode, je ferai d'autres épisodes, sur ces sujets-là, puisque moi, c'est vraiment, vraiment un sujet qui me passionne. C'est comment mettre son propre développement individuel, au service de l'action collective. Hem, mais en tout cas, ce qu'il faut bien se dire, c'est que, notamment là, si tu es en train de traverser tout ça, ça va pas se faire en un jour. Parce que ça consiste à répondre à la question: «Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ça?» et et après, si tu pars des constats qui sont les bons, c'est-à-dire que tu réalises vraiment l'état catastrophique dans lequel l'humanité s'est mise et a entraîné tout le reste du vivant avec elle, sans le nier. Si tu acceptes et tu fais ces constats-là, et bien ensuite, en te connectant à tes ressentis, tu vas, pouvoir sentir, où est-ce que tu souhaites aller. Où est-ce que à quoi tu veux contribuer, en fait. Et ça, la réponse n'appartient qu'à toi et c'est en te basant sur tes ressentis que tu vas pouvoir progressivement trouver ta voie. Mais il n'y a pas forcément une seule voie possible. Dès lors que, par contre, on fait les bons constats et qu'on part sur des voilà, sur, une bonne compréhension de la réalité des choses. Et finalement, moi, le message le plus important de cet épisode, que je voudrais te faire passer ici, c'est que pour moi, cette éco-anxiété qui a été un épisode difficile et qui, en apparence, voilà, pourrait être quelque chose de enfin, c'est pas un sujet facile à aborder. Mais moi, ce que je voudrais, te dire aujourd'hui, c'est que pour moi, l'éco-anxiété a été une profonde source d'émancipation. Alors, par rapport, par exemple, à l'argent, c'est-à-dire que dès lors que tu réalises hem, que tout ce système dans lequel on vit, est déjà en train de s'effondrer et ne va plus durer très longtemps. Forcément, ça remet en question.
ton rapport à l'argent, ton rapport au futur aussi. Et bien sûr, donc il faut de l'argent pour vivre au jour le jour, mais on n'est plus dans une logique de vouloir de l'argent, de vouloir épargner, de vouloir, garder pour plus tard et pareil donc pour le futur de moi aujourd'hui je fais plus des plans sur la comète à 10 ans, voilà. Je vis aujourd'hui et je crois vraiment que l'éco-anxiété, elle t'amène aussi là-dedans, dans l'obligation de vivre dans le présent. Puisqu'on ne peut plus tabler sur le futur, sur un hypothétique meilleur futur, eh bien, on n'a pas d'autre choix, hein, que d'être dans le présent, et de cueillir, tous les moments de joie qu'on peut avoir dans le présent, en fait et ça, c'est très, très beau, en fait. Hem, Ça m'a aussi, ouais, ça m'a amené plein de en fait, ma vie est devenue plus simple parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont clairement plus d'importance, en fait, pour moi. Hem Et puis, il y a quelque chose de vraiment important aussi que ça a changé, je crois, c'est dans les rencontres que j'ai pu faire depuis que j'ai eu cette prise de conscience. Ça m'a amenée à aller à la rencontre des autres. Et j'ai aussi rencontré des personnes qui ont traversé aussi, ce que moi j'ai traversé là, cette prise de conscience écologique et qui ont cette profondeur et cette énergie. Des gens qui savent qu'il y a plus rien qu'ils ont plus rien à perdre en fait et qui jouent pas pour leur petit ego, mais qui jouent collectivement en fait. Que, on n'est plus là pour sa petite réussite personnelle, on est là pour jouer collectivement, pour essayer, autant que faire se peut, hem, de préserver peut-être l'humanité, en tout cas, le vivant, autant que faire se peut et ça, c'est très, très beau. Hem, il y a vraiment, ouais, il y a ce courage, en fait et cette énergie du désespoir, en fait et qui est présente et même si l'ego peut, bien évidemment et ça, j'en reparlerai aussi, l'ego après il revient toujours de toute façon. On n'en est jamais, enfin, on le finalement, même si on a l'impression d'avoir dépassé l'ego, il revient toujours à un moment donné et même dans les milieux, au militants et cetera ou écolos, radicaux et cetera, ça n'empêche absolument pas, ça, mais moi, voilà, j'ai surtout rencontré des personnes qui avaient cet autre regard sur la vie, mais que peuvent aussi avoir les personnes finalement qui ont vécu, de grandes souffrances dans leur vie, je crois. Hem Et je crois que je suis profondément heureuse en fait de vivre cette étape de l'histoire de l'humanité. Parce que, bah, c'est une étape de l'humanité qui nous oblige à regarder nos peurs en face. C'est comme si on vivait une époque où les masques sont en train de tomber, voilà et on n'a plus d'autre choix. On n'aura pas d'autre choix que de choisir l'entraide, que de choisir la solidarité, que de choisir l'amour et que de comprendre qu'on n'est pas séparés les uns des autres, ni du reste du vivant, en fait. Et ça nous oblige à aller chercher nos ressources, intérieures et à avoir le courage de les mobiliser. Donc moi, je trouve que cette étape, de l'humanité qu'on vit, elle est très, très belle, voilà et comme je l'ai dit en intro, je la trouve plus exaltante qu'angoissante, en fait. Après, il y a vraiment une histoire de curseur à voir entre, finalement, comment je gère, mes souffrances intimes versus, bah, cette éco-anxiété collective, je dirais. Parce que c'est pas parce qu'on a traversé tout ça qu'on va pas avoir à nouveau, bah, des souffrances plus individuelles et je vois d'ailleurs qu'effectivement, hein, l'éco-anxiété, elle va s'estomper quand on traverse soi-même des choses plus individuelles et c'est bien normal, en fait. Faut aussi trouver le juste curseur entre, bah, cultiver des émotions positives pour avoir de l'énergie, cultiver la joie, sans pour autant tomber dans une forme de déni et puis, il y a aussi ce curseur à trouver entre la volonté d'avoir de l'impact dans ce qu'on fait, heu et en même temps une nécessité de ralentir
hem et de construire avec les autres et de faire de cette construction avec les autres une priorité. De pas tomber dans le biais de vouloir être dans l'efficacité, la performance parce que sinon on retombe dans les mêmes travers. Voilà. Et donc, ben, pour finir cet épisode, j'aimerais simplement te dire que, voilà, n'aie pas peur d'aller à la rencontre de ta souffrance parce que, c'est un très beau chemin vers, une conscience élargie finalement et c'est un chemin qui est pas facile mais qui est très beau et si en ce moment tu es là-dedans, ben, je peux te dire que non seulement tu vas en sortir de ça, mais que derrière, il y a quelque chose de très, très beau qui t'attend. Il y a comme une forme de renaissance, en fait, de renaissance à toi-même et une nouvelle vie qui va être une vie où il y aura plus les faux semblants, une vie où tu as plus rien à perdre et dans laquelle tu vas te jeter à corps perdu dans l'expérience de la vie, dans une sorte d'énergie du désespoir et au fond, je crois que, c'est peut-être ça, au fond, de toute façon, ce qu'on est amené à comprendre dans notre cheminement de vie, et c'est juste que l'éco-anxiété nous permet de le comprendre de manière un petit peu accélérée, je dirais. Maintenant, tu pas obligé de rester seul, avec tout ça, si c'est difficile. Et donc, moi, je sais que quand j'étais dans cette phase-là, je me suis tournée vers, des thérapeutes qui sont spécialisés sur ces sujets. Il y a notamment l'association RAFU qui répertorie l'ensemble des thérapeutes, qui sont formés à l'accompagnement de l'éco-anxiété. Il y a une thérapeute qui s'appelle Charline Schmerber qui est à Montpellier et qui est, très compétente sur ce sujet. Je vais mettre les liens de toute façon dans la description de l'épisode. Moi, j'avais participé aussi à un groupe de parole qui s'appelle Balance ton flip, organisé par Make Sense, que j'avais trouvé vraiment, vraiment très bien. Hem, il y a aussi, des retraites qui s'appellent le travail qui relie, qui permet vraiment d'honorer la souffrance qui est la tienne et puis de la transformer en quelque chose de beau. J'ai aussi, je pense que je ferai un épisode pour parler de ça, plus spécifiquement. Donc il y a tout le travail autour de l'éco-psychologie, le travail qui relie de Joanna Macy, qui pourra t'aider également. Et puis je te mettrai dans la description de l'épisode peut-être, des films ou, des podcasts qui abordent ce sujet. Voilà, j'espère qu'une fois de plus, ce podcast aura résonné avec toi et que, tu te sens, moins seule avec ces sujets-là et que tu auras trouvé des voilà, des pistes pour t'aider et je te dis à très bientôt. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que mes mots résonnent en toi et qu'on est sur la même longueur d'onde. J'en suis vraiment heureuse et je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu connais la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner pour ne rater aucun épisode et à partager ce contenu aux personnes de ton entourage qui en ont besoin.